Bonjour à tous, bienvenue pour cette session de webconférence dédiée à l'analyse prédictive. Donc on va commencer et puis les participants prendront le cours. Donc Twin Solutions, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un partenaire privilégié de SAP depuis plus de 10 ans. On est spécialisé dans les projets de business intelligence avec la solution Business Objects en front. Et on accompagne nos clients, toute industrie confondue, toute taille de société, grands comptes et PME dans ces projets-là. Depuis 2 ans, on a commencé un programme d'analyse prédictive pour accompagner nos clients sur ce type de projet-là. Parce que aussi SAP ouvre de plus en plus développe une offre là-dessus. On trouve que c'est très intéressant. On suit nos clients aussi là-dessus qui sont très demandeurs. Donc là, aujourd'hui, on a prévu une webconférence pour aborder ce sujet-là avec vous montrer qu'est-ce qu'un projet d'analyse prédictive, quelle est notre démarche avec nos clients et comment est-ce qu'SAP y répond. Donc vous aurez une partie également démo des outils d'analyse prédictive d'SAP on-premise, donc quand ils sont installés chez vous ou en cloud. Donc on a exceptionnellement pour cette session les data scientists de Twin Solutions, donc notamment Romain Chélan qui vous fera une partie de la présentation. Et on a la chance d'avoir un avant-vente SAP qui a plus de 10 ans d'expérience aussi dans l'analyse prédictive, Ludovic Bussot. Donc ce sont 2 experts qui vont faire la démo. Donc ce que je propose pour cette présentation, c'est que vous puissiez poser vos questions par le chat et puis on y répondra à mesure et puis à la fin on ouvrira, on fera une session conversation, on fera les questions-réponses en live. Voilà. Donc Romain, je te laisse démarrer. Ok, merci Camille pour l'introduction. Donc c'est Romain Chélan ici qui vous parle. Donc comme Camille l'a dit, je suis data scientist chez Twin Solutions. L'objectif de ma courte introduction à la présentation de Ludovic, c'est de commencer avec un petit overview de ce qu'est la data science, pour ceux qui ne connaissent pas excessivement le terme. On décrira un peu ce qu'est notre expertise chez Twin Solutions pour ce type de projet-là. Ensuite, Ludovic prendra la main pour faire la démonstration des produits SAP. Et puis, on reviendra un peu sur des projets clients que nous avons réalisés ou que SAP a réalisé également. Et puis, en fin de présentation, comme Camille l'a dit, on répondra à vos questions. Donc voilà, c'était le sommaire. Donc, en fait, ce qui est marrant de voir, c'est que la data science, ou du moins le terme data science, répond à plusieurs définitions. Et donc, un exercice qui est sympa à faire mais pas forcément aisé, c'est d'essayer de résumer le terme data science en une seule phrase. Et donc, c'est l'exercice auquel je me suis prêté là. Donc, c'est une définition, peut-être vous en trouverez d'autres. Ma définition, c'est que la data science, c'est stocker les données, analyser et présenter les informations pour améliorer la prise de décision. Donc il y a des termes assez forts dans cette phrase, et ça décrit relativement bien la data science, c'est-à-dire que stocker les données, ça va vraiment être la partie informatique de la data science, où on va optimiser le stockage des données, donc c'est vraiment de l'informatique pure et dure. La présentation des informations, c'est la BI classique, c'est la présentation de ces informations sous forme de statistiques descriptives, sous forme de graphes, de dashboards ou de tableaux de bord, pour améliorer in fine la prise de décision, donc vraiment avec toujours en tête une vision métier derrière tout ça. Et donc le terme sur lequel je ne me suis pas trop attardé dans ce premier temps, c'était sur le terme analyser. Donc Camille, si tu peux changer la slide, voilà. En fait, dans analyser, on va retrouver tous les termes qui sont un peu à la mode à travers le web ou à travers d'autres webinaires que vous avez pu suivre sur le sujet ou des lectures que vous pouvez faire. Ce sont les termes comme machine learning, intelligence artificielle, l'analyse prédictive. Et en fait, tout ça, c'est quoi? C'est pas quelque chose de vraiment nouveau, c'est un peu du renommage
d'une technique de ce que l'on faisait avant, que les statisticiens faisaient avant, ce qu'on appelle les statistiques conventionnelles ou le data mining. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau dans la data science, mais c'est vraiment une convergence de plusieurs choses qui vont mener à ce qu'on appelle aujourd'hui la data science. Donc pour illustrer ça sous une autre forme de schéma, on va voir en fait que pourquoi la data science sort maintenant en fait, pourquoi on en parle énormément actuellement. Tout simplement parce que ça fait plusieurs années qu'on a tendance à vraiment structurer nos données, à les stocker, de façon d'ailleurs structurée ou non, mais quand je dis structurer le stockage d'informations plutôt, on a l'émergence de tout ce qui est objet connecté depuis les années 2008 on va dire, notamment avec l'émergence des téléphones mobiles, enfin des mobiles, des smartphones. Donc ça fait tout un tas d'informations vraiment importantes que l'on peut stocker et que l'on va pouvoir analyser. Donc là on a stocké pendant plusieurs années toutes ces données et on est vraiment en phase pour pouvoir les analyser. On a aussi maintenant des techniques d'exploration et de visualisation de ces données qui ont été améliorées par des nouvelles librairies logicielles. On a l'émergence de nouveaux types de modèles, notamment on parle beaucoup de tout ce qui est deep learning. Je ne rentre pas dans les détails, mais si vous avez des questions en fin de présentation, on pourra revenir dessus. Et on a bien sûr, selon la loi de Moore en informatique qui est bien connue, des ordinateurs de plus en plus puissants, avec une courbe de puissance d'ailleurs qui est relativement exponentielle. Et on a d'autres types d'infrastructures, comme les infrastructures dans le cloud, qui nous permettent parfois de venir facilement sur un projet de data science sans vraiment investir sur des infrastructures lourdes et qui pouvaient faire peur avant à certaines entreprises. Donc en fait, c'est toute la convergence de toutes ces techniques et de méthodes qui amènent à une valeur ajoutée et qui font que nous parlons de data science vraiment en ce moment. Donc à haut niveau, la data science, on a vu que ce sont des outils en fait pour modéliser et comprendre les jeux de données complexes, et notamment des fois on va parler de big data, même si le terme peut être sujet à débat. Donc à haut niveau, on retrouve la plus forte composante de la data science, en fait, c'est la phase d'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprentissage. Et si on veut vous donner un peu le sentiment de ce que l'on fait, on peut regrouper l'apprentissage en deux familles. On va parler d'apprentissage supervisé et d'apprentissage non supervisé. C'est vraiment les deux familles que vous retrouverez si vous lisez des choses sur la data science. Donc sur la partie supervisée, en fait, un apprentissage supervisé, ça implique de construire un modèle statistique pour prédire ou estimer une donnée de sortie, donc une variable cible, en s'appuyant sur une ou plusieurs entrées. À l'opposé, en non supervisé, on va avoir que des données d'entrée en fait, et on ne va pas avoir de données de sortie supervisantes. Et donc, ce que l'on va chercher à faire, c'est à partir d'un jeu de données avec plusieurs données d'entrée, on va vouloir définir des structures, des patterns, des relations dans ces données. Et donc c'est vraiment les deux familles d'apprentissage que l'on va étudier. Bien sûr, les applications sont très variées, comme on va voir dans la démonstration de Ludovic et aussi quand on reviendra sur les références. Donc, cette dernière slide sur la partie data science, en fait, elle est là pour résumer un peu tout ce que je viens de dire, et c'est vraiment, je pense, ce qu'il faut retenir de cette petite introduction à la data science, c'est que la data science, on va à partir d'exemples, donc des données d'apprentissage, on va construire un modèle pour prédire sur un nouvel échantillon, donc sur des données qui n'ont pas servi à apprendre le modèle, où on va découvrir des motifs dans les données que l'on nous a données. Donc la data science, c'est un mélange entre statistique, optimisation, informatique, pour toujours aller vers un besoin métier. Et donc il faut aussi se rendre compte que ce type de modélisation, ça s'améliore dès lors qu'on a de plus en plus de données, et aussi
par praticité, quand les ordinateurs sont de plus en plus puissants, on peut du coup utiliser de plus en plus de données et donc la modélisation sera plus importante, plus précise, pardon. Donc maintenant qu'on a fait un petit tour autour de ce qu'est la data science, je vous résume en une seule slide en fait, quelle est notre expertise dans ce type de projet, notre expertise chez Twin Solutions en tout cas. Donc on a vu ce qu'était la data science. Ce qui est sûr, c'est que ça repose essentiellement aussi sur, on a des méthodes, des technologies, des disponibilités d'informations, mais un bon projet de data science va marcher aussi grâce à l'expérience des projets qu'ont fait les data scientists dans le passé. Tout simplement parce qu'ils vont avoir capacité à choisir et optimiser les modèles d'une certaine façon. Ils vont avoir une connaissance à choisir les bonnes variables d'intérêt, à développer de nouvelles variables d'intérêt en combinant certaines variables, etc., etc. Donc l'importance du data scientist au sein d'un projet de data science, effectivement, est important. Chez Twin Solutions, on va vraiment on a un savoir-faire dans le déploiement des infrastructures, mais aussi des produits de SAP. Donc on est business partner comme l'a précisé Camille plus tôt. Et au-delà de ça, on a vraiment la capacité à intégrer les solutions de data science de bout en bout, c'est-à-dire de la simple requête SQL à la base, ou même depuis votre extraction, faire un ETL, jusqu'à vous livrer le tableau de bord, et au milieu, bien sûr, à concevoir les modèles, etc., etc. Si la solution automatisée que va vous proposer Ludovic ne vous convient pas parce qu'elle vous semble trop restrictive, par exemple, on va vraiment être dans la capacité à personnaliser, à calibrer les solutions d'analyse prédictive, donc ce qu'on appelle le mode expert. Et enfin, Twin Solutions va vous proposer de vous accompagner dans une démarche innovante, donc dans la démarche de data science, grâce à une approche qui se veut un peu novatrice, c'est-à-dire que si vous ne savez vraiment pas où aller, on va échanger avec vous, on va pouvoir vous mettre à disposition un data scientist sur lequel il va faire un proof of concept sur une durée de 6 à 8 semaines. Si vous êtes satisfait, alors on va pouvoir aller vers une version V0, ce qu'on appelle V0, qui va durer entre 3 et 4 mois. Et si vous êtes à nouveau satisfait, c'est qu'à ce moment-là qu'on mettra vraiment en production l'outil, et c'est à ce moment-là que les termes de contrat seront définis. En tout cas, c'est à ce moment-là que Twin Solutions sera rémunérée. Toutes les phases précédentes seront gratuites et elles vous coûtera simplement du temps. Donc je vais maintenant laisser la parole à Ludovic pour venir faire la démonstration sur les produits SAP. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, donc il y a deux types d'offres aujourd'hui, enfin il y en a même en fait trois. Dans l'analyse prédictive, il y a trois types d'offres chez SAP. Il y a tout ce qui va se passer dans le cloud. Il y a ensuite la capacité d'acquérir l'outil et de l'installer chez soi, et donc il n'est plus dans le cloud. Et là, on voit soit la capacité d'être de personnaliser totalement et d'avoir la main totale sur l'algorithme utilisé, ces données et sur la façon de construire son modèle, soit il y a un mode accompagné où finalement c'est l'outil d'SAP qui, en fonction de vos données, trouve le modèle qui convient mieux. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt ça qu'on va vous présenter avec Ludovic. Oui, effectivement. Moi, ce que je vais faire dans cette démonstration, donc je me présente, Ludovic Blusseau, je suis consultant analytique chez SAP, donc spécialisé à la fois sur les solutions dites BI, donc le reporting, le dashboarding, mais également sur les applications type analyse prédictive, data mining, machine learning. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais faire une petite présentation de la solution SAP au sens outil du terme, ce qui va permettre d'éclairer d'ailleurs ce que Romain vous a dit jusque-là. Et en parallèle de cette démonstration, enfin de cette présentation des outils, je ferai quelques démonstrations de certaines fonctionnalités qui sont proposées et qui mettent en évidence effectivement plutôt le côté automatisable de l'analyse prédictive, c'est-à-dire celui qui ne requiert a priori pas de compétences trop pointues en mathématiques, en data mining, en statistiques, enfin ce genre de choses. Je vais l'expliquer
métier, effectivement, en fait, l'analyse prédictive, elle rentre dans ce qu'on appelle le continuum analytique. C'est-à-dire que là, vous avez sur cette représentation graphique différents niveaux avancés, enfin de plus ou moins avancés, de ce qu'est l'analytique, au moins du point de vue des technologies SAP. Sur la gauche et en bleu clair, et jusqu'au trait qui est au milieu ici là, on a ce que traditionnellement on appelle de la BI. La BI, qu'est-ce que c'est? C'est une analyse des données du passé, donc une meilleure compréhension des données du passé au travers d'un certain nombre d'outillages qui permettent de faire du reporting, qui permettent de faire de l'analyse croisée d'informations, qui permettent de faire de la visualisation agile. Une fois qu'on a passé ce petit trait, on rentre sur quelque chose d'un petit peu différent, mais qui malgré tout utilise des données du passé, c'est l'analyse prédictive. L'analyse prédictive, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de voir comment se comportent les données dans le passé, pour en déterminer effectivement des patterns et pouvoir appliquer ces patterns dans le futur et donc prendre des décisions sur des événements qui ne se sont pas encore passés. Ça va être le sujet de notre présentation, hein, c'est comment est-ce que l'outil SAP vous aide dans ce type de démarche. Donc en fait le scope de la démonstration et de la présentation que je vais faire aujourd'hui, il est celui qui est entouré en rouge, c'est-à-dire qu'à la fois effectivement je vais parler d'analyse prédictive et je vais parler de projection dans le futur et de comment est-ce qu'on applique demain les patterns qu'on a vus hier. Mais malgré tout, je vais aussi rester sur une analyse du passé, puisque on le verra, dans les technologies de machine learning, il y a également des choses qui ne se projettent pas nécessairement dans le futur, mais qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans le passé de manière automatisée. Quand on fait de la visualisation de données, quand on fait du reporting au lab, du croisement de données, on a deux manières de procéder. On a la manière, je suis un utilisateur métier, j'ai un certain nombre de connaissances sur mon contexte, et donc je suis à même de croiser moi-même les informations les unes avec les autres pour voir où se passent les choses importantes. Puis j'ai une deuxième approche, l'approche plus machine learning, qui consiste à dire, l'outil, dis-moi quels sont les meilleurs éléments qu'il faut croiser les uns avec les autres, dis-moi quelles sont les variables d'influence de tel événement, sans que moi je le cherche par moi-même. Et de là, je pourrais ensuite continuer mon analyse de mon côté. C'est-à-dire que j'assiste le côté expertise métier par un outillage qui fait un certain nombre de choses automatiquement. Donc je vais essayer d'illustrer un petit peu tous ces aspects-là au cours de la présentation. Et donc si je résume, il y a un côté, bien sûr il y a un côté mathématique dans tout ça, il y a un côté mathématique pour les humains, donc ça c'est le côté smart discovery, disons visualisation agile des données en s'appuyant sur le machine learning. Et puis, il y a un côté mathématique pour les process. Donc là, c'est vraiment tout ce qui concerne l'analyse prédictive. Pourquoi pour les process? Parce qu'en fait, on n'a pas envie de rentrer dans une démarche de type chargé d'études, en quelque sorte, où on fait une analyse statistique, et puis on a un fichier, un listing, et puis on s'arrête là. On veut vraiment, chez SAP, mettre de manière opérationnelle les insights qu'on a découverts au travers de l'outillage. Et donc, on va proposer un certain nombre de méthodes pour mettre tout ça en production, au travers d'API, au travers de code, au travers d'intégration dans vos systèmes d'information. Et c'est vraiment là où on essaie de se distinguer par rapport à des solutions du marché qui font également de l'analyse prédictive. C'est bien sûr quelque chose d'important. On voit un certain nombre ici d'indicateurs, en particulier cet organisme de recherche Ventana, qui explique que 68% des organisations qui utilisent de l'analyse prédictive réalisent un avantage compétitif par rapport à leurs compétiteurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui, très rapidement, apporte un retour sur investissement. À côté de ça, on a les experts, donc les analystes du marché qui sont connus, le Gartner, le Forrester, qui ont une certaine vision de ce qu'est le machine learning et l'analyse prédictive. Il y a le Gartner, par exemple, explique que dans 3 ans, 40% des tâches de data science seront automatisées. C'est-à-dire qu'on essaiera un maximum de ne pas utiliser de compétences trop pointues et trop spécifiques, mais on essaiera un maximum de laisser la main aux business analysts pour qu'ils puissent faire les choses par eux-mêmes sans requérir de trop de compétences mathématiques. Donc ça, c'est le premier insight de ces analystes. Et puis le deuxième insight qui est plus propre à la solution SAP, c'est que SAP, déjà propose un certain nombre d'outils pour faire de l'analyse. Qu'est-ce qu'il a là? Je disais le Forrester qui lui-même parle des solutions SAP comme fournissant de la data science, de manière assez compréhensible, mais surtout qui montre que SAP est une solution qui
est la plus grande compagnie d'applications dans le monde. Et qui donc, c'est la meilleure compagnie, quelque part, pour combiner le côté résultat final pour des utilisateurs métiers, donc data science appliquée à des consommateurs, avec tout l'outil de data mining et de data science qui va permettre de concevoir des modèles. C'est-à-dire que d'un côté, on a une population qui conçoit des modèles et qui travaille avec les outils SAP que je vais vous montrer, mais derrière ça, toute cette connaissance qui est accumulée avec la solution, on va pouvoir la mettre à disposition d'une large population d'utilisateurs qui, elle, n'a rien à voir avec tout ce monde-là, mais qui va soit recevoir des alertes, soit avoir des tableaux de bord avec des informations enrichies, soit recevoir des insights dans ces applications opérationnelles. C'est vraiment le but de la solution SAP, de savoir mettre à disposition les résultats de data science vers une population large de consommateurs. Et donc, si je dois résumer la solution en 3 points avant de passer à la démonstration, c'est une solution qui est facile d'accès, a priori, et je vous laisserai en juger au travers de la démonstration. C'est une solution qui, quand on la met dans la main de business analysts, donc des gens qui savent manipuler les données, qui savent effectivement ce que c'est qu'une base de données, ce que sont des tables, comment on les combine, mais qui ne savent pas nécessairement ce que veut dire régression logistique ou réseau de neurones ou arbre de décision, va être en mesure d'utiliser l'outil et de construire des modèles et de tout de suite, assez rapidement, savoir si ces modèles donnent des bons résultats. Voilà, donc une solution plutôt simple à utiliser et qui permet très rapidement de mettre en production des modèles. Une solution qui est au point de décision, puisque une de ses forces, une de ses capacités, c'est d'être capable d'exporter l'insight qu'elle a généré sous différentes formes pour la mettre en production dans des applications opérationnelles. Et puis c'est une solution qui, bien sûr, propose des capacités de temps réel, soit en se combinant avec des clusters Hadoop, avec tout l'écosystème Big Data, soit en se combinant avec la plateforme in-memory de SAP qui s'appelle SAP HANA. J'insiste encore sur ce point, mais c'est vraiment un axe fort de la solution SAP. Au départ, on a des données qui sont de différentes formes, donc des données structurées, donc transactionnelles, ou des données non structurées, type données de réseaux sociaux, type images ou vidéos, même si on le souhaite. Au travers de l'outil, ces données-là, on va les transformer en informations intelligentes. Donc ça, c'est ce que va nous permettre l'outil, de quelque part ressortir l'information depuis les données. Et dans un temps qui suit, on va être en mesure de appliquer cet insight, cette découverte de données, cette intelligence dans l'information, l'appliquer de manière complètement opérationnelle. Les cas d'usage de l'analyse prédictive, voilà, il y en a différentes sortes. Bon, chacun d'entre vous va peut-être pouvoir se rattacher, suivant ce qu'il fait aujourd'hui, à l'une ou l'autre de ces l'un ou l'autre de ces domaines. Il faut savoir que c'est aujourd'hui très largement utilisé dans les ventes et dans le marketing, au travers d'une meilleure connaissance des clients en particulier. Voilà, ça va nous permettre de savoir si un client qui a une carte d'abonnement, typiquement, va bientôt quitter son abonnement. Voilà, ou sur un organisme de telco va se désengager du fournisseur d'accès, par exemple. C'est une solution qui va nous permettre de faire de la recommandation de produits également, c'est-à-dire qu'en analysant ce que des clients achètent et mettent dans leur panier sur un site web, on va être en mesure de proposer les bons produits à ces clients, parce qu'on a vu que les clients qui ont le même comportement que celui qui est connecté ont tendance à acheter tel produit quand ils ont mis tel autre dans le panier. Voilà, c'est typiquement un autre usage qu'on peut faire de l'analyse prédictive dans le domaine des ventes et du marketing. Donc ça concerne en fait tous les aspects marketing autour d'une next best action, une next best offer. On va pouvoir utiliser ça au travers dans le domaine des opérations également. C'est très utilisé en particulier dans le domaine SAP autour de la maintenance prédictive. Donc comment est-ce qu'on devine, c'est un peu le terme de l'analyse prédictive, donc comment est-ce qu'on devine à l'avance qu'un équipement va tomber en panne et comment du coup est-ce qu'on met en place des plans de maintenance qui nous permettent de corriger ça avant que l'incident se produise. Donc voilà, c'est beaucoup un sujet qui est utilisé par nos solutions. On va pouvoir également l'utiliser dans l'optimisation des stocks, dans l'optimisation des plannings, ce genre de choses. On peut l'utiliser également dans tout ce qui est risque et conformité, en particulier sur la gestion de la fraude. Donc voilà, on a un certain nombre d'informations, on sait dire comment se comportent des individus, nos clients ou les gens qui sont dans notre écosystème. On sait parmi ceux-là ceux qui ont un caractère frauduleux. En utilisant les techniques de machine learning, on met en évidence les comportements qui sont des comportements à caractère frauduleux et du coup on peut anticiper la fraude. Un autre usage de la solution. On peut bien entendu l'utiliser au niveau des finances et des RH. En particulier, on a des projets, alors pas spécialement en France, mais on a des projets qui permettent de faire de la rétention des employés, donc voir quels sont les employés
qui sont susceptibles de partir au travers de leur comportement, vis-à-vis de la formation, vis-à-vis de un certain nombre d'informations autour de ça, et donc les retenir s'il y a lieu. Et puis on peut également utiliser ça dans les services publics et dans les hôpitaux, dans ce type de domaine autour des sciences de la vie. Bon, c'est pas exhaustif évidemment, il y a plein de thèmes qui sont abordés, mais ça vous donne une overview assez large des domaines sur lesquels on peut appliquer l'analyse prédictive, le machine learning et le data mining. La solution SAP, elle s'organise autour de différents points pour gérer le cycle analytique. Le cycle analytique, il se compose de différentes phases. Il y a d'abord une phase exploratoire sur les données, c'est-à-dire qu'on a un jeu de données et on veut, déjà peut-être le restructurer, le manipuler, et ensuite comprendre ce qu'il y a dans ce jeu de données. Donc pour ça, on a un certain nombre d'outillages qui vont nous permettre, que je vais démontrer, qui vont nous permettre de mieux comprendre les informations qui sont contenues dans un jeu de données. C'est un outillage qui est facile d'accès pour les utilisateurs, qui est interactif, avec des visualisations graphiques, avec la possibilité de croiser les informations les unes avec les autres, et avec surtout cette capacité que j'évoquais en début de présentation, qui consiste à demander à la machine de trouver les choses par elle-même. Voilà. Donc, je vous montrerai un petit peu comment ça peut se présenter, et comment, au travers de quelques clics, finalement, l'outil arrive à savoir que, sur un événement déterminé, c'est plutôt tel et tel critère qu'il faut regarder, plutôt que tel et tel autre. Voilà, on est vraiment dans une démarche exploratoire sur les données. Une fois qu'on a compris les données et on a peut-être affiné un petit peu la manière dont on veut les analyser par la suite, on va pouvoir rentrer dans une démarche de modélisation. C'est-à-dire que là, on a un outil qui va nous permettre de définir une cible. Donc dans le cas d'un apprentissage supervisé qu'a expliqué Romain tout à l'heure, on définit une cible. La cible, c'est par exemple la panne sur un équipement. On définit un certain nombre de variables qui potentiellement influencent cette cible, donc toutes les caractéristiques, toutes les données de senseurs qui sont relatives à cet équipement, par exemple. Et on va automatiquement demander à l'outil de déterminer quels sont les patterns, quels sont les influenceurs de la panne au regard des informations qu'on a mis en entrée. L'outil va faire un certain nombre de processus automatiques, et il va à la fin ressortir une équation mathématique, c'est un petit peu le sujet, où il va déterminer que voilà, c'est telle et telle information qu'il faut utiliser dans le modèle pour le mieux prévoir la panne. Et puisqu'il s'agit à la fin d'avoir extrait une équation mathématique, eh bien on va pouvoir l'extraire sous différentes formes, sous la forme de code, sous la forme de requête SQL, sous des formes diverses et variées, et donc déployer, c'est la troisième phase du processus, déployer cet insight de manière opérationnelle. Donc être en mesure de mettre en production ce qu'on a appris de notre modélisation. Donc là, je vous montrerai également comment ça peut procéder au travers des solutions SAP. Comment est-ce que simplement, de la construction d'un modèle, on arrive à exporter le résultat de manière à le consommer de manière opérationnelle dans des systèmes qui n'ont, a priori, rien à voir avec un sous-jacent SAP. On va pouvoir exporter en base de données, quelle que soit la base de données, de manière complètement agnostique. On va pouvoir exporter en Java, on va pouvoir exporter en C, de manière à ce que vous intégriez cet insight dans des applications métiers opérationnelles indépendamment de SAP. Enfin, l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on utilise la techno SAP pour ressortir la bonne formule, et ensuite, cette formule, on la met à disposition, et vous exploitez cette mise à disposition comme vous le souhaitez dans vos applications et dans vos bases de données opérationnelles. Et donc, de fait, derrière ça, des consommateurs vont pouvoir consommer cette chose-là au travers de choses qui sont vraiment, pour le coup, elles, très faciles d'accès, au travers de tableaux de bord, au travers d'alertes, au travers d'écrans dans leurs applications opérationnelles, sans que eux aient à se soucier de la manière dont tout ça a été construit. C'est globalement les différentes phases qui vont composer ma démonstration et que je vais vous montrer maintenant dans les 30 secondes qui suivent. Première étape, exploration de données. Donc on voit ici qu'on a un outil qui nous permet, donc très graphique, qui nous permet de mieux comprendre les données. Les points clés de cet outil-là, c'est que 1, c'est très interactif, 2, c'est riche en visualisation et en interaction, et 3, donc c'est un petit peu ce que j'expliquais, c'est un petit peu le leitmotiv de la présentation. 3, ça met à disposition un certain nombre de techniques qui vont nous permettre de comprendre les données automatiquement. C'est là-dessus que je vais focaliser ma démonstration. Donc cet outil-là vous permet de faire des tableaux de bord, permet de faire du reporting et de le diffuser vers une large audience. Ça pourrait être l'objet d'une prestation de Twin Solutions ou l'objet d'une autre présentation. C'est pas l'objet de ma présentation aujourd'hui. Moi, je vais utiliser cet outil uniquement sur l'aspect machine learning de ses capacités pour mettre en évidence les variables d'influence d'un indicateur en particulier.
Et donc, je me connecte à la solution. Donc là, je me suis connecté à la solution et je vais créer une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire, ça pourrait être un nouveau rapport, un nouveau tableau de bord. Là, pour l'exemple, bien sûr, je pourrais me connecter sur une base de données. Bien sûr, je pourrais me connecter sur des systèmes BO SAP, par exemple. Mais là, pour l'exemple, je vais en fait ouvrir un fichier qui est sur mon poste, donc un fichier Excel, que je vais, ou un fichier plat que je vais analyser. Donc je prends un fichier, je l'ouvre. Donc c'est une solution qui est as a service, donc sur un environnement cloud. Donc là, il a remonté le fichier et il me décrit le contenu de ce fichier avec les colonnes qu'il contiennent. Ce fichier, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des actes de maintenance sur des appareils. Donc on a le code de l'équipement, on a un certain nombre de variables qui décrivent l'équipement, et puis on a également des informations qui nous disent combien la réparation de cet équipement a coûté. Et c'est justement ce que je vais vouloir analyser dans cette petite démonstration, c'est quelles sont les variables d'influence qui influent sur le coût de réparation de mon équipement. Donc là, l'outil a commencé par uploader la source d'information et me propose un certain nombre d'insights naturellement sur cette source de données. Il me dit typiquement qu'il y a 2 colonnes qui ont des problèmes de qualité de données, des informations qui ne sont pas suffisamment renseignées ou mal renseignées. Donc ça, c'est une première information que me donne l'outil, que je vais pouvoir corriger automatiquement. C'est-à-dire que quand je clique sur les colonnes qui ont des problèmes de qualité de données, je vois qu'en fait, effectivement, le problème que j'ai là, c'est que l'information est très peu remplie. Et donc là, je vais pouvoir appliquer des modifications. Soit je supprime les colonnes, enfin les valeurs, soit je remplace les valeurs par une autre valeur qui serait une valeur de remplacement, disons, un peu générique. C'est ce que je vais faire. Donc je clique sur remplacement. Et automatiquement, graphiquement, je vais remplacer les variables qui sont à vide par une date, disons, très loin dans le futur. Voilà. Il a rempli les variables qui sont à vide. Je n'ai plus de problème de qualité sur cette colonne. J'ai ici une deuxième colonne sur laquelle j'ai encore des problèmes de qualité. Je vais pouvoir faire la même manipulation, ou bien je vais pouvoir supprimer cette colonne, parce que j'en ai pas besoin dans ma démonstration. Je crois que je n'ai pas supprimé la bonne colonne d'ailleurs. Voilà, donc j'ai maintenant des données qui sont propres à l'analyse et que je vais pouvoir utiliser. La première chose que je peux faire par rapport à ça, c'est déjà avoir une petite description du contenu de ces colonnes. J'ai ici des fournisseurs. Si je clique sur la colonne, je vois une ventilation des différents fournisseurs dans la source de données. Le fournisseur principal de mes équipements s'appelle Mercury, le second s'appelle Vehicle Incorporation. Si je fais ça sur des données qui sont des données, de type numérique, par exemple le nombre de jours depuis la dernière intervention, bien cette fois je vais avoir des choses relatives à des données numériques. Donc ici j'ai ce qu'on appelle une distribution de mes variables. Donc j'ai ici l'éventail des valeurs possibles par tranche de valeurs. Tranche de valeurs que d'ailleurs je peux affiner si je le souhaite et graphiquement, ou bien réduire. C'est-à-dire que j'ai simplement la capacité à comprendre comment se comportent les données. Et j'ai ici un certain nombre d'informations qui me permettent, au-delà de la simple moyenne qu'on peut tous vouloir utiliser quand on veut décrire un gros jeu de données, j'ai ici des informations qui me permettent malgré tout de mieux comprendre le contenu de ce jeu de données. La valeur minimum, la valeur maximum, et ici les différents quartiles, c'est-à-dire qu'ici on a au travers de cette représentation là où se concentrent 50% des données dans mon jeu de données. 50% des données dans mon jeu de données sont entre cette valeur-là, donc autour de 16-17, et cette valeur-là, autour de 65, quoi. Voilà, une meilleure compréhension de mes données, colonne par colonne. Maintenant, ce que je veux faire, et qui est la démarche de ma démonstration, c'est à la fois je pourrais construire un tableau de bord, mais je vais utiliser une fonction automatique de l'outil qui est représentée ici, la Smart Discovery, qui va me permettre, au travers d'une cible que je précise, de savoir quelles sont les variables d'influence de cette cible. Donc là, ça peut paraître de l'analyse et de la BI, mais en réalité, les techniques qu'on utilise ici sont les mêmes techniques que par la suite je vais vous montrer dans les outils d'analyse prédictive. Ce sont des algorithmes de méthodes supervisées qui analysent les données
et détermine quelles sont les variables d'influence d'un événement que je mets en paramètre. Donc l'événement que je veux essayer d'analyser, c'est le coût de réparation. Je sélectionne mon coût de réparation comme cible de mon modèle et je détermine quelles sont les colonnes qui potentiellement peuvent influencer ce coût de réparation. Donc a priori toutes les colonnes de ma source de données. Maintenant, si je veux supprimer des colonnes que j'estime non pertinentes dans mon analyse, eh bien simplement je vais pouvoir les décocher. Donc ça c'est une clé, ça ne m'intéresse pas dans mon analyse. J'ai ici un code alors que j'ai le libellé qui correspond, donc je peux exclure l'un des deux, j'exclus le code. J'ai par ailleurs un code d'équipement. C'est une information trop fine, parce que là ce que je veux faire c'est avoir une vision d'ensemble sur mes équipements. Je supprime également cette colonne de mon analyse. Une fois que j'ai fait ça, je lance le calcul, et là il lance une technique de machine learning pour savoir quelles sont les variables d'influence autour de mon coût de réparation. Il a terminé. Il me donne un certain nombre d'informations sur ce résultat-là. Il me dit, la première chose qu'il me dit, c'est que, au regard des données qu'il a analysées, ce qu'il a fait, c'est globalement, il a découpé le jeu de données en deux parties. Il a appris sur une partie, et il a vu s'il était bon à réappliquer ce qu'il avait appris sur une deuxième partie. Et là, en l'occurrence, il nous dit, ouais, le modèle que je sors au travers de mon analyse, je suis assez confiant sur les bons résultats qu'il va fournir. Il est de bonne qualité. Il me trouve également un certain nombre d'autres informations qui me décrivent mon modèle. En particulier, j'avais peut-être une vingtaine de colonnes en entrée. Il me dit qu'il y en a 10 qu'il a extraits pour prédire au mieux le coût de réparation. Ces 10 colonnes, elles sont représentées ici. La variable la plus significative, c'est une colonne qui s'appelle Major Repair Indicator. Donc c'est un flag en quelque sorte, qui vaut 1 si c'est une grosse réparation, et 0 si c'est une petite réparation. Donc on se doute effectivement que cette colonne-là, elle est très utile pour avoir une information sur le coût de réparation. J'aurais pu l'enlever de mon analyse pour peut-être éviter d'avoir une information trop évidente dans mon analyse. En l'occurrence, là pour l'exemple, j'ai tout laissé. Voilà, ça permet de mettre en évidence que l'outil a trouvé tout seul que cette colonne, elle est très bonne pour prédire la valeur du coût de réparation. Et quand je clique dessus, je vois un certain nombre d'informations descriptives sur comment mon coût de réparation se ventile au regard de cette colonne. Typiquement, quand cette colonne vaut 1, eh bien mes coûts de réparation sont très importants. Quand cette colonne vaut 0, mes coûts de réparation sont très faibles. Et puis j'ai ici d'autres informations qui m'indiquent de manière un peu chiffrée des choses qui sont assez similaires à ce que je peux voir sur ce graphique-là. Je peux faire évidemment la même chose sur les autres colonnes. Typiquement, si je sélectionne la catégorie d'équipement, eh bien de la même manière, il me dit que c'est plutôt sur les camions que les coûts de réparation sont importants par rapport aux autres catégories d'équipement. Il a fait ça tout seul. Vous voyez ? Et donc j'ai un outil qui simplement me permet de mieux comprendre les données, et par exemple je vais pouvoir combiner cette catégorie d'équipement avec un autre indicateur, le nombre de jours depuis la dernière intervention. Et là, il est en mesure de me combiner les deux sources d'informations et de me dire que c'est la combinaison de catégorie camion et entre 26 et 31 jours de délai d'intervention, c'est là-dessus que j'ai des coûts de réparation qui sont un peu plus importants que les autres. Donc il a fait ça en utilisant des techniques de machine learning. Là, j'ai fait une démonstration dans une démarche plutôt descriptive des informations. Hein. Je suis pas en train de faire du prédictif, mais par contre, j'utilise les mêmes techniques pour essayer de mieux comprendre les données. Voilà. Donc ça, c'était une première présentation qui vise en fait à vulgariser un petit peu les concepts et montrer comment tout ça fonctionne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans une démarche un peu plus prédictive des choses, c'est-à-dire que je vais utiliser tout ça, mais cette fois, je veux ressortir l'équation pour être en mesure de l'appliquer dans le futur. Pour ça, je vais utiliser l'outil Predictive Analytics de la suite SAP qui permet de faire cette chose-là. L'outil prédictif de la suite SAP, en fait, il est, dans sa démarche automatique, capable de proposer 3 ou 4 familles d'algorithmes. Donc il va en fait fonctionner sur ce principe où en fait l'utilisateur, le business analyst, ne va pas se soucier de l'algorithme très précis qu'on va pouvoir utiliser pour faire la modélisation, mais il va proposer à l'utilisateur est-ce qu'il veut faire une classification de régression, est-ce qu'il veut faire un clustering, est-ce qu'il veut faire une analyse de réseaux sociaux, ou est-ce qu'il veut faire du forecasting.
Évidemment, ça paraît peut-être pour les novices ou les nouveaux sur ce domaine-là quelque chose d'un peu technique. En réalité, il y a juste à savoir ça et à savoir que derrière classification et régression se cache le côté, sur la classification en particulier, j'ai un événement, donc une analyse supervisée, un événement qui peut prendre deux valeurs, 0, 1, vrai, faux, noir, blanc, en panne, pas en panne, va partir, va pas partir, va acheter, va pas acheter, ce type de choses, et je veux prévoir les variables d'influence, enfin déterminer les variables d'influence qui font que mon client, mon produit, mon matériel va réagir à mon événement. Donc ça c'est un petit peu quelque chose d'assez similaire à ce que je vous ai montré précédemment. J'ai des inputs, j'ai une variable qui peut prendre deux valeurs, et en l'occurrence mon coût de réparation prenait plusieurs valeurs, mais c'est un peu la même chose. J'ai une variable qui peut prendre deux valeurs, et je veux savoir parmi mes inputs, qu'est-ce qui influence le fait que mon client va partir, le fait que mon produit va tomber en panne. Donc ça c'est la première chose. On a une deuxième famille d'algorithmes, le clustering, qui là, en fait, on est vraiment dans une démarche de je veux mieux comprendre mes données. Donc cette fois, je n'ai pas forcément de cible, je n'ai pas forcément d'événements que je veux prévoir, mais par contre, au regard de mes données, je vais être capable de les regrouper en ensembles qui sont cohérents. Et ces ensembles cohérents, je pourrais dans un deuxième temps leur appliquer cette première méthode pour avoir par exemple des résultats qui sont un petit peu plus fins. Je veux regrouper mes clients qui ont un comportement similaire au regard des données qu'ils contiennent. Du coup, je fais des groupes de clients, et ces groupes de clients, je leur applique une campagne marketing ciblée par rapport à la contenance de chacun des groupes. C'est un usage qu'on peut faire du clustering. Analyse de réseau, donc c'est écrit réseaux sociaux, mais en réalité c'est analyse de réseau de manière un peu plus large. C'est le fait que j'ai la possibilité d'avoir des relations entre des événements. Donc les événements, assez simplement, ça peut être des événements de réseaux sociaux. Qui est connecté avec qui chatte avec qui téléphone à qui est sur le fil Twitter ou LinkedIn de qui achète quel produit également. C'est un mode d'analyse de réseau. Et derrière ça, je vais pouvoir ressortir de manière assez visuelle et de manière avec un certain nombre d'indicateurs comment mon réseau se comporte. Qui est au centre du réseau? Qui est un influenceur que peut-être je dois cibler dans une campagne marketing sans avoir à envoyer une campagne à tous les clients. La personne au centre du réseau va peut-être être plus à même de répandre l'information assez naturellement, mieux que moi je le ferais en envoyant un mail à tout le monde. Qui est plutôt à la marge et qui n'est pas forcément intéressé par l'information. Dans une démarche de communication de l'information, effectivement c'est assez intéressant de savoir qui est au centre, qui communique avec qui fait le pont entre différents réseaux, pour voir en fait qui je dois cibler de manière prioritaire dans une campagne marketing ou même dans une action de recommandation de produits. Ça peut être également un cas d'usage. Je ferai une petite démonstration de ça. Et puis on a une quatrième famille d'algorithmes orientée au travers de l'analyse des séries chronologiques. C'est-à-dire que là j'ai un signal qui évolue dans le temps, toutes les secondes, tous les jours, tous les mois, et je veux voir comment est-ce qu'il va évoluer la seconde suivante, le jour suivant, le mois suivant, au regard de la manière dont il s'est comporté dans le passé. Ça permet typiquement de faire de l'optimisation des stocks et de la prévision de mes stocks. Voilà, un usage de ce type d'algorithme. Je vais vous montrer qu'en fait, ces quatre méthodes, elles sont simples à utiliser au travers de la solution SAP. Et donc, je vais vous faire une petite démonstration orientée autour de la classification et autour de l'analyse de réseau, du réseau social. Donc, au travers de donc voilà, quelque part là, je reviens un petit peu dans l'outil et je vois un écran où je retrouve quelque part les quatre sous-menus correspondant aux quatre grandes familles d'algorithmes que j'ai évoquées précédemment. Si je veux faire de la classification et voir quelles sont les variables d'influence et quelles sont les caractéristiques des clients qui vont acheter tel produit. C'est un peu le cas dans lequel je veux m'orienter. Eh bien, je clique sur la famille d'algorithmes qui va bien, et puis je vais choisir le jeu de données qui m'intéresse. Donc je sélectionne un jeu de données. Donc un jeu de données de type fichier Excel, que je vais pouvoir en fait mettre en entrée de mon analyse. Ce fichier, qu'est-ce qu'il contient? Donc il contient, on peut voir ici, contient un certain nombre d'informations sur des clients, qui sont dans ma base de données. Donc supposons que je sois un retailer qui vend des clients, j'ai une carte d'abonnement et donc j'ai pu référencer un certain nombre de clients. J'ai donc un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques sur ces contacts, sur ces clients. Et en particulier, au travers de ma carte d'abonnement, je peux savoir
combien de produits ils ont acheté les 6 derniers mois, combien ils ont acheté est-ce qu'ils ont, depuis quand ils ont la carte d'abonnement, quel est le montant total de marchandises qu'ils ont acheté, est-ce qu'ils ont acheté des chaussures, parce que je suis un fournisseur de vêtements, enfin de matériel sportif, est-ce qu'ils ont acheté des survêtements, est-ce qu'ils ont acheté des ballons, est-ce qu'ils ont acheté des chaussures, au travers d'un indicateur qui vaut 0 ou 1. Et là, ce que je veux faire, c'est savoir quelles sont les caractéristiques de mes clients qui, par exemple, achètent des chaussures. Et quelles sont les variables d'influence des clients qui achètent des chaussures. De sorte que je pourrai ensuite faire une campagne marketing ciblée sur les clients qui rentrent dans la bonne catégorie de j'achète des chaussures. Je pourrais donc appliquer mon modèle prédictif sur mes nouveaux clients qui n'ont pas encore acheté de chaussures, mais qui ont les mêmes caractéristiques et qui donc ont une forte appétence quelque part à acheter des chaussures. Ça, c'est mon jeu de données en entrée. Et derrière, je vais, en quelques clics, paramétrer mon modèle. Bon, j'ai parlé des chaussures dans mon exemple préliminaire, ça peut être également des lunettes de soleil. Donc je reste sur les lunettes de soleil. On est dans la même démarche que ce que je vous ai montré précédemment, c'est-à-dire que j'ai une variable cible qui achète des lunettes de soleil ou pas. J'ai un certain nombre de variables qui peuvent influencer cet achat. Certaines de ces variables, je peux les éliminer de mon modèle parce qu'elles ne m'intéressent pas. Par exemple, le code, l'identifiant de mon contact, ou son nom. C'est quelque chose de trop précis et c'est pas quelque chose dont je peux faire une généralité en quelque sorte. Par contre, les autres informations m'intéressent dans la définition de mon modèle. Et donc, je clique sur suivant. Et là, j'ai terminé. Ma modélisation, en quelque sorte, est terminée. C'est là où il n'y a pas besoin d'avoir des compétences mathématiques pour concevoir un modèle. Là, il est en train de travailler automatiquement, et c'est lui qui fait le travail mathématique, de regrouper les variables de manière cohérente, de tester différentes hypothèses sur le modèle. Voilà, il est en train de faire différents tests, et au bout de ces 14 secondes d'entraînement, il sait me proposer une formule qui prédit, plus ou moins bien, hein, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la démarche, le fait que mon client achète des lunettes de soleil. Donc la première chose qu'il me dit, c'est que dans mon jeu de données, globalement, j'ai 41% de mes clients qui ont acheté des lunettes de soleil, contre 56% qui n'en ont pas acheté. Et donc, il va se focaliser sur quels sont les critères qui font ces 41%. En entrée, j'avais 28 variables. Lui, ce qu'il a fait, c'est que de ces 28 variables, enfin de ces 24 variables, pardon, il en a créé d'autres. C'est-à-dire, typiquement, si j'avais une date, de la date, il m'aurait automatiquement extrait le jour de la semaine, le mois, le numéro dans le mois, l'année. Enfin, lui-même, au travers des informations que je lui donne, il va être en mesure de essayer de trouver plus d'input possible. Parce que dans la démarche automatique qu'on propose ici, plus il y a de colonnes en entrée, plus il y a d'input en entrée, plus le modèle a de chances de trouver une formule qui soit pertinente pour prédire la sortie. Donc il essaie de multiplier les variables automatiquement. C'est ce qu'il a essayé de faire au travers de cette variable, de cette première étape. Et derrière, il a fait un travail d'élimination des variables qui n'étaient pas pertinentes dans la définition du modèle. Et à la fin, il en reste 6. Donc des 24 variables initiales, dont il en a ressorti 28, eh bien il en a gardé 6 dans la formule qui permet de prédire le fait qu'un client va acheter des lunettes de soleil. Et à côté de ça, il me donne un certain nombre d'indicateurs sur est-ce qu'il est bon à prédire l'achat de lunettes de soleil. Donc il a un premier indicateur de confiance du modèle qui est à 72%. Cet indicateur, donc il va entre 0 et 100%, plus il est proche de 100%, plus l'outil est bon à prédire le fait qu'un client achète des lunettes de soleil. Bon à prédire, ça veut dire que si on lui propose un client, il va dire, avec un certain niveau de confiance, oui, cette personne, et on regarde ses caractéristiques, oui, cette personne-là va acheter des lunettes de soleil. Voilà. Il a ce qu'on appelle un KI, donc un pouvoir prédictif de 0,72 sur cet aspect-là. Et puis il y a également un deuxième aspect qui est intéressant dans la qualité du modèle, c'est est-ce que ce modèle est susceptible de se réappliquer de manière stable dans le temps. Parce qu'effectivement, si on a un modèle qui est très performant à prédire que mon client va acheter des lunettes de soleil sur le jeu de données sur lequel j'ai appris, mais que si on applique cette information-là sur un autre jeu de données, il soit très mauvais, bien, dans une démarche d'automatisation et de mise en production, ça ne nous intéresse pas vraiment, parce que ça veut dire qu'en fait, il a ce qu'on appelle surapprenti sur les données, et donc il n'est pas bon à reproduire l'algorithme dans le temps. Et donc on regarde également ce deuxième indicateur qu'on appelle la robustesse, qui est la capacité du modèle à se reproduire, à ressortir le même résultat quelque part au cours du temps. Et là, il est très bon par rapport à ça. Et l'outil de SAP, en fait, son travail d'optimisation, il consiste à optimiser le couple de ces deux indicateurs, et donc de faire plusieurs hypothèses qui optimisent le couple de ces deux indicateurs, mais en focalisant plus fort sur le second indicateur, donc l'indicateur de robustesse,
parce qu'on est vraiment dans une démarche où on veut mettre en production les choses et on veut que le modèle qu'on ressorte, on soit confiant sur le résultat qui va sortir au travers du temps. Donc voilà, il a ressorti 6 variables et derrière, je vais avoir un certain nombre de possibilités pour comprendre ce qui m'a ressorti. D'abord, je vais pouvoir avoir un graphe assez technique, mais malgré tout facile à comprendre, un graphe de performance du modèle. J'ai ici un élément qui m'indique, en comparant par rapport à un modèle parfait et en comparant par rapport à un modèle purement aléatoire, si mon modèle est bon. Comment est-ce qu'on lit ce graphe, hein? C'est ici, sur l'axe des X, on a l'échantillon de nos clients, donc de 0% des clients à 100% des clients. Ces clients-là sont classés dans l'ordre du plus confiant, dans l'ordre de la confiance de l'algorithme prédictif à prédire un bon résultat. C'est-à-dire ici, on a les clients, donc de 0 à 5%, les clients que le modèle estime le mieux, est en mesure de prévoir le comportement. Et ici, on a les clients que le modèle a du mal sur lesquels le modèle a du mal à prévoir le comportement. Et on a ici en vert la courbe parfaite. Donc si j'ai un modèle parfait, c'est quoi? C'est un modèle qui, vu que j'ai 41% des clients qui achètent des lunettes de soleil dans mon type de données, c'est ce qu'on a vu précédemment, eh bien si je scanne les 41% les plus probables, eh bien forcément, puisque je suis très bon, puisque je suis magicien, j'arrive à attraper 100% des clients qui achètent des lunettes de soleil. Ça, c'est mon modèle parfait. Côté de ça, j'ai le modèle aléatoire où si je scanne 50% de mes clients de manière purement aléatoire, c'est-à-dire que j'ai un client, une chance sur 2 qu'il achète des lunettes de soleil, une chance sur 2 qu'il n'en achète pas, et bien là, quand je scanne 50% de mes clients, globalement, j'arrive à avoir 50% des clients qui achètent des lunettes de soleil. Donc c'est le pur hasard. Autrement dit, si mon modèle il est proche du rouge, autant laisser faire le hasard, ça sert à rien de mettre en place un modèle prédictif. S'il est vert, il est très bon. Et donc nous, on essaie de faire un modèle qui se rapproche le plus possible, qui essaie de couvrir le plus possible la zone verte. Donc là, on est en train de dire que notre modèle, typiquement, quand j'envoie une campagne marketing aux 25% des clients que j'estime avoir le plus grand chance d'acheter des lunettes de soleil, eh bien j'arrive à scanner 50% des gens qui ont des lunettes de soleil. Donc mon modèle est pas mal. Il n'est pas super par rapport à ça, mais il est pas mal. Si je veux l'améliorer, j'ai deux manières. J'ai la manière data scientist, je rentre dans un mode expert. Donc là, j'ai un Romain qui arrive et qui fine-tune des paramètres pour essayer d'avoir des meilleures performances. Et j'ai l'autre aspect où je rajoute des colonnes en entrée pour essayer de trouver d'autres facteurs d'influence de mon modèle et avoir un meilleur résultat. Ce sont les deux approches qu'on peut proposer. Donc ça, c'est la vision un peu technique de mon modèle. Et après, j'ai la vision métier qui consiste à dire, voilà les variables d'influence qui prédisent le fait que je vais acheter des lunettes de soleil. Donc c'est un peu la même démarche que ce que je vous ai montré précédemment. Le premier élément, c'est le fait qu'il ait acheté beaucoup d'items. Le deuxième élément, c'est le fait qu'il ait ou non acheté des ballons. Si je rentre sur ce deuxième item, on se rend compte que quand mon client achète des ballons, alors il a de fortes chances d'acheter des lunettes de soleil. Il n'achète pas de ballons, il a beaucoup moins de chances d'acheter des lunettes de soleil. De la même manière, sur le premier item, quand il achète entre 3 et 6 articles, alors il a de fortes chances d'acheter des lunettes de soleil. Quand il achète entre 0 et 1 article, alors il y a beaucoup moins de chances que ce soit des lunettes de soleil. C'est-à-dire qu'on peut, à la fois on avait une vision technique de est-ce que le modèle donne des bons résultats, mais on a également une vision métier des choses de comment est-ce que mes données se comportent et qu'est-ce qui se combine avec quoi pour prévoir correctement le fait d'acheter des lunettes de soleil. J'espère que les choses sont claires jusque-là. N'hésitez pas à poser des questions au travers du chat si vous voulez des clarifications par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. Donc là, j'ai fait un modèle et je veux le mettre en production. C'est-à-dire que maintenant que j'ai une équation, j'ai ressorti une équation, et bien cette équation-là, je veux pouvoir la réappliquer. La première manière de la réappliquer, ça va être de faire de la simulation. Puisque j'ai une équation qui dépend de 6 paramètres, si je suis en mesure de remplir les 6 paramètres, alors je vais pouvoir ressortir une probabilité que mon client achète des lunettes de soleil. Imaginons que je sois devant quelqu'un, dans ma base de données, qui a acheté 5 articles, qui a acheté du ballon, qui n'a pas acheté de jogging, qui a des revenus autour de 15 000, qui a un score de contact de 500 et qui a un âge à, 25 ans.
quelle est la probabilité de cette personne-là d'acheter des lunettes de soleil au regard de ce que m'a ressorti l'algorithme. Je lance le calcul, j'ai un résultat, donc cette personne-là a 81% de chance d'acheter des lunettes de soleil. Donc là, je le fais sur un enregistrement et c'est pour l'exemple, mais l'idée de ça, c'est que, bien entendu, on peut l'appliquer sur une base de données. Donc si derrière ça, vous fournissez une base de données avec ces 5 colonnes remplies pour tous les contacts, eh bien, on saura remplir la probabilité d'acheter des lunettes de soleil pour chacun des clients. Et ensuite, à vous de déterminer quel est le seuil raisonnable à partir de laquelle vous voulez lancer une campagne marketing, et vous lancez une campagne marketing pour les clients qui ont un seuil correspondant à ce que vous voulez, parce que vous estimez raisonnable comme résultat. Voilà l'application de l'analyse prédictive. Donc, j'ai construit un modèle, j'ai ressorti une application, et je suis maintenant capable de l'appliquer sur des données dans le futur pour lesquelles je n'ai pas l'information de est-ce qu'il a ou pas acheté des lunettes de soleil. Mais par contre, je veux le prévoir. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je suis évidemment capable de l'appliquer sur toute une base de données, mais surtout, et c'est ce que j'expliquais au départ, je suis capable de l'exporter sous différentes formes. Donc, je suis capable de l'exporter sous la forme de requêtes SQL pour différentes bases de données. Autrement dit, là, je vais sortir quelque chose qui sort du monde SAP. J'ai une requête SQL sur Oracle, par exemple, qui est un pur concurrent de SAP. C'est-à-dire que dans un système Oracle, je vais être capable d'appliquer le modèle sans qu'il y ait de besoin dans l'écosystème Oracle d'avoir une solution SAP. Par contre, il a fallu la solution SAP pour ressortir automatiquement la bonne méthode. De manière un peu plus technique, je vais être capable d'exporter cette chose-là sous la forme de code Java, sous la forme de code VB, sous la forme de code C. C'est-à-dire que je vais pouvoir, au travers d'une librairie, inclure ma fonction mathématique dans un développement spécifique que vous pourriez réaliser. Ça, c'est le côté application de ce résultat au travers de la méthode de classification. L'autre méthode que pourrait proposer l'outil, c'est le côté analyse de réseau social. Donc, analyse de réseau social, c'est utilisé pour deux choses. Ça va être utilisé pour mieux comprendre les données, donc dans une démarche descriptive, où je vais pouvoir voir assez facilement qui est en relation avec qui, ou éventuellement, dans une démarche marketing ou retail également, qui achète quel produit. Mais surtout, ça va me permettre, et on va le voir à travers l'outil, eh bien, de donner de l'input supplémentaire à l'algorithme de classification que je vous ai montré précédemment. Imaginons que mes clients, vous ayez accès à leurs réseaux sociaux, à leur Facebook, par exemple, et que vous sachiez dire, et que vous sachiez faire le rapprochement entre l'identifiant Facebook et votre identifiant CRM, et que du coup vous sachiez, au regard de l'analyse du réseau social, dire que votre client, il est en relation avec telle personne, qui est également un de vos clients, qui est en relation avec telle personne, telle personne, telle personne. Vous allez pouvoir voir si dans ce réseau de personnes, les gens sont plutôt pour ou contre votre marque, par exemple, et du coup avoir des communautés qui permettent de mieux, qui ont des comportements un peu spécifiques par rapport à votre marque, dans une démarche marketing. Vous allez pouvoir voir qui est au centre du réseau, qui est à l'extérieur du réseau. Vous allez pouvoir ressortir un certain nombre d'indicateurs qui décrivent un individu, mais une centaine d'indicateurs complémentaires, qui vont pouvoir enrichir les entrées de la classification et qui du coup vont vous permettre d'avoir des meilleurs résultats sur le résultat de est-ce que j'achète un ballon ou pas un ballon. C'est-à-dire que je vais enrichir ma source de données et donc je vais me donner plus de chances d'avoir des bons résultats sur mon modèle. Comment est-ce que ça marche? De la même manière, c'est simple à utiliser. Je rentre dans une démarche de réseau social et je crée un graphe de réseau social. Donc pour ça, je me connecte à une source de données et je vais donner une liste d'événements. Qu'est-ce que ce sont des événements? Donc là, je suis dans une démarche telco, mais en fait, ça s'applique à n'importe quel réseau. J'ai un numéro de téléphone qui communique. Make Attraction vous souhaite la bienvenue et vous remercie de patienter quelques instants. Est-ce que vous pouvez couper la musique, s'il vous plaît? Donc voilà, j'ai des numéros de téléphone qui qui appellent, et j'ai des numéros de téléphone qui reçoivent la correspondance. Alors c'est une correspondance par téléphone, par SMS, etc., etc. Donc là, je change une démarche de réseau social. Ici, c'est téléphonique, mais ça pourrait être ici un Twitter versus un Twitter, ça pourrait être un Facebook versus un Facebook, ça peut être absolument n'importe quoi en termes de relation entre des individus ou des objets. Ça peut être une alerte de panne versus une autre alerte de panne qui s'est passée dans les 5 minutes. Là, je le fais orienter, disons, client,
mais vous pouvez en fait appliquer ça à n'importe quel type de données qui sont en relation les unes avec les autres. Donc j'ai ici une relation entre une personne appelante et une personne appelée, le média de connexion, la date et la durée de la connexion. Et je veux construire un réseau social pour savoir voilà, qui est au centre de tout ça, qui communique le plus avec qui, comment se comportent les individus qui sont dans le même regroupement de connexion. Et donc pour ça, je suis l'assistant de ma démonstration, c'est-à-dire que j'analyse ma source de données, ici je dis que c'est une date d'ailleurs, au passage, et je continue ma démarche. Donc je paramètre mon réseau social en disant, ma source c'est celui qui appelle, ma cible c'est celui qui est appelé, la date c'est la date, et je laisse les autres informations par défaut. Donc lui, il va de la même manière appliquer un certain nombre de méthodes automatiques pour essayer de constituer le meilleur réseau possible. Il va essayer de créer des communautés typiquement. Les communautés sont quoi? Ce sont des ensembles de nœuds dans mon réseau qui fonctionnent bien les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'ils sont en relation assez forte les uns avec les autres. C'est-à-dire que soit le nœud est souvent en connexion avec ses voisins, soit les voisins eux-mêmes sont en interconnexion très souvent avec eux. Et donc on a un ensemble de gens, en l'occurrence, qui sont très connectés les uns avec les autres. Pas forcément 2 à 2, mais c'est un noyau de plusieurs personnes qui sont vraiment très proches les unes des autres. Ça, c'est une première manière que l'outil va faire va utiliser l'outil pour constituer des groupes plutôt homogènes. Et puis l'autre algorithme qu'on peut également activer, c'est est-ce que j'exclus les gros hubs de réseau. Dans une démarche de recommandation de produits, typiquement, si j'achète du Coca, est-ce que ça me donne une indication sur le fait que je vais acheter du lunettes de soleil? Pas forcément. Tout le monde achète du Coca. C'est pas ça qui va m'indiquer si en achetant du Coca, j'achète des lunettes de soleil. Et donc le fait d'acheter du Coca, le Coca est a priori dans un gros réseau de clients, je veux exclure le Coca de mon analyse parce que quelque part il biaise un petit peu mes résultats. L'outil me permet de faire cette chose-là, d'exclure les choses qui sont trop importantes dans le réseau et qui du coup sont pas intéressantes parce qu'elles ne nous permettent pas de focaliser sur des choses un peu plus fines en termes de résultats. Donc j'exclus les gros réseaux et je fais de la détection de communauté. J'ai par ailleurs plusieurs écrans qui peuvent s'ajouter pour en fait affiner un petit peu mon réseau social. Typiquement, dans ma source de données, donc j'ai supposons on a fait numéro de téléphone, mais supposons que ce soit des codes Facebook, eh bien je veux être en mesure de faire le rapprochement entre mon identifiant de client et le code Facebook ou le numéro de téléphone. Et donc je fais un mapping, donc j'ai une table de mapping en quelque sorte, entre le code de mon réseau social et le code de mon client dans mon CRM. Qui permet de dire, voilà, quand dans mon réseau social j'ai un numéro de téléphone, eh bien associe-moi si tu peux, parce qu'évidemment tous les clients du réseau social, tous les utilisateurs du réseau social ne sont pas forcément parmi mes clients, associe-le à un client dans la mesure où tu es capable de le faire. De la même manière, si tu sais l'associer à un client, eh bien ajoute les informations du CRM. Donc voilà, des informations qui décrivent mon client, ajoute ces informations dans mon réseau social de manière à être plus à même de constituer des groupes homogènes. Donc oui, je vais ajouter les informations de mon réseau social dans le réseau et je vais ajouter toutes les informations sauf le code interne de ma source de données. Voilà, j'ai terminé. Je génère mon réseau. Mon réseau est généré. J'ai un certain nombre de descripteurs de combien de niveaux de communauté il a créé. Donc il a essayé de regrouper de plus en plus large les informations, de créer des choses qui sont disons de plus en plus proches du client, mais également des choses qui sont un peu plus génériques. Donc il m'indique, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais il m'indique globalement les caractéristiques de mon réseau. Est-ce qu'il est dense? Est-ce que les gens sont bien connectés les uns avec les autres? Ou est-ce qu'au contraire il est plutôt épars? Combien il y a de nœuds? Combien il y a d'interrelations entre les différents éléments? Donc un certain nombre de caractéristiques. Et derrière, il me propose la possibilité graphique de visualiser le réseau. Donc je commence par visualiser le réseau au niveau de communauté le plus important qu'il a créé. Donc lui, il a regroupé les nœuds les uns avec les autres, et il m'a créé un certain nombre de communautés. Donc plus la boule est grosse, plus quelque part la communauté est importante. Et au travers de ça, je vais déjà pouvoir un petit peu manipuler mon réseau. Donc soit changer la disposition de mes flèches. Donc là, en l'occurrence, j'ai une flèche plus ou moins épaisse si l'interconnexion entre les réseaux, entre les nœuds est importante, mais je pourrais afficher le nombre de connexions, je pourrais afficher les choses un petit peu différemment. Et en particulier, ce que je pourrais faire, c'est me dire que, voilà,
Mes clients, dans mon CRM, je sais si mes clients sont partis de mon abonnement, eh bien, je vais pouvoir mettre en évidence, par une couleur de bulle, les clients, enfin les groupes de clients où j'ai une plus grosse proportion de gens qui sont partis. Et du coup, je vais pouvoir focaliser mon analyse sur ces groupes de clients un peu plus importants. Donc typiquement, j'en ai un ici qui est plutôt rouge, qui va m'intéresser, que je vais vouloir sélectionner. Donc, pour le sélectionner, en fait, j'affine un petit peu pour pouvoir très facilement le sélectionner. Et je vois qu'en fait, en cliquant sur mon nœud, eh bien, j'ai la description globale de sa composition par rapport aux données du CRM que j'ai inclus, par rapport également aux autres informations qui concernent le réseau. Globalement, dans ce sous-réseau-là, eh bien, j'ai 4 personnes qui ont quitté mon abonnement. J'ai un âge moyen qui va être représenté. J'ai la densité d'hommes et de femmes. Enfin, j'ai un certain nombre d'informations qui me permettent d'avoir une description, disons, compréhensible et métier des éléments qui composent ce réseau. Et puis, partant de là, eh bien, je vais pouvoir rentrer dans le détail et zoomer de plus en plus sur les sous-ensembles qui composent mon réseau. Quand je clique sur un élément ici, eh bien, j'ai une proportion de gens qui ont churné de 12%, un peu plus importante que ce que j'avais au-dessus. Donc, je vais pouvoir comme ça continuer à descendre dans mon réseau jusqu'à arriver aux individus eux-mêmes. C'est-à-dire que là, j'arrive ici sur les individus. Donc, j'ai 4 individus dans mon réseau. Je peux les sélectionner. Je vois au travers de l'outil d'ailleurs qu'il a su analyser dans le comportement global de mon nœud dans le réseau si on a ici un utilisateur plutôt passif dans le réseau, donc plutôt dans les bornes, ou plutôt au contraire très connecté. Donc là, j'ai plutôt des gens qui sont passifs dans le réseau. J'ai ici un élément dont je ne suis pas capable d'avoir le descriptif. Pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'il a gardé le numéro de téléphone. J'ai ici un élément qui est dans mon réseau, mais pas dans mes clients. Et donc, je ne sais pas dire qui c'est, mais c'est quelqu'un peut-être que je vais pouvoir cibler dans une campagne future, parce que voilà, là, j'ai visé le churn, mais si c'était la capacité à acheter tel produit, typiquement, eh bien, on peut supposer que, puisque j'ai 4 individus dans le réseau qui ont acheté le produit, cela peut être également intéressé. Donc moi, j'ai une démarche assez interactive pour comprendre mon réseau. Mais chose intéressante également, c'est que si je remonte un petit peu dans la branche, eh bien, toute cette chose-là, je vais pouvoir l'exporter. Donc l'exporter sous la forme d'un fichier ou l'exporter en mode base de données, c'est-à-dire que je vais pouvoir appliquer tout ça. Et qu'est-ce que ça fait, l'exportation? Excusez-moi, j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Eh bien, il m'exportait cette information. C'est-à-dire que mon nœud, il a été capable d'en ressortir toutes ces informations. Donc mon nœud, c'est-à-dire mon client en l'occurrence, il a été capable d'en ressortir toutes ces informations. Est-ce qu'il est bridge, c'est-à-dire est-ce qu'il est intermédiaire entre différentes communautés? Est-ce qu'il est passif? Est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il est, comment il se comporte dans mon réseau? À quel réseau il appartient? Quelles sont les caractéristiques du réseau dans lequel il appartient? J'ai ici beaucoup de colonnes supplémentaires qui sont autant de colonnes que je peux donner en input de ma classification précédente pour avoir des meilleurs modèles. Donc vous voyez qu'en fait c'est la combinaison de toutes ces différentes méthodes qui permettent d'avoir des résultats d'analyse prédictive qui peuvent être vraiment pertinents. Et tout ça s'appuie, alors évidemment sur l'outillage, mais ça s'appuie également, bien entendu, sur la compétence métier que soit vous pouvez avoir, soit des gens comme Twin Solution peuvent avoir également. Voilà, j'en ai fini pour ma démonstration. Bon, faut savoir à côté de ça qu'on a une démarche également data scientist, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment rentrer dans une démarche où c'est moi qui choisis l'algorithme, c'est moi qui choisis la manière dont l'algorithme est utilisé, eh bien vous avez également cette possibilité qui n'est plus du tout la méthode automatique, mais qui là est vraiment la méthode data scientist, où là en quelque sorte vous avez l'état de l'art en termes d'algorithme data mining pour construire les modèles tels que vous les souhaitez. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cette partie-là aujourd'hui. Et puis derrière, vous avez également tout un aspect que je ne vais pas démontrer là, mais c'est bien de faire un modèle, mais en réalité, le modèle, il faut voir si au cours du temps, il ne se détériore pas. Il faut pouvoir le répliquer quand on a fait un modèle sur un produit ou sur un magasin ou sur un équipement, pouvoir le répliquer sur 1000 produits, 1000 magasins, 1000 équipements de manière automatique. La solution SAP, elle vous apporte également cet aspect-là. L'aspect modèle management, scaling, enfin disons déploiement de masse des modèles pour pouvoir avoir des choses qui sont très précises et qui rentrent dans une démarche vraiment très large d'application de modèles prédictifs. Et puis derrière, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais évidemment, ce résultat-là, cet insight-là, on va pouvoir le mettre en musique au travers de rapports, au travers d'applications,
qui vont appeler les modèles prédictifs ou qui vont appeler les résultats dans la base de données qu'ont généré les modèles prédictifs pour faire du reporting, enfin pour mettre de manière jolie et facile l'information à disposition des utilisateurs qui sont des simples consommateurs. Je rentre pas également dans cette démarche-là. Je pense qu'elle est assez simple à comprendre. Hein. On exporte les données, on exporte les formules, et donc du coup on peut les utiliser n'importe où, n'importe comment, au travers des solutions plutôt grande consommation des utilisateurs en quelque sorte. On a un certain nombre de références chez SAP, voilà, autour du marketing beaucoup, mais également autour de la maintenance prédictive, avec des grands groupes, avec des entreprises à taille un peu plus réduite. Voilà un éventail des choses qui sont proposées. Je ferai simplement le focus sur Cox. Cox qui est une entreprise qui propose du câble aux États-Unis, donc un abonnement à un réseau type contenu média, film, etc. sur le câble, et qui effectivement avait un gros problème d'attrition de ses clients. Donc ses clients n'arrêtaient pas de partir, et qui avait donc besoin de faire des campagnes marketing ciblées pour chacun de ses clients. Avec une caractéristique, c'est que Cox, c'est un câbleur, je sais pas comment on dit en français, un câbleur, disons, sur tout le territoire américain, alors qu'aux États-Unis, ils ont tendance à avoir des offres qui sont très localisées, celles du Texas, celles de New York, donc des choses qui sont vraiment spécifiques à la zone géographique. Donc eux avaient besoin de faire une campagne marketing vraiment ciblée et différente sur chacune des régions géographiques. L'outil permet typiquement assez simplement de faire ça. On construit un modèle sur une région géographique et au travers de toute la méthode de déploiement de modèle, on est capable de manière automatique de répliquer ce modèle-là sur toutes les régions. Typiquement, c'est un usage qu'on peut avoir. Un autre exemple ici, Monex. Monex qui est un fournisseur de paiement électronique en France, et qui lui avait besoin de gérer la fraude sur ces systèmes, donc de savoir si les gens qui payaient au travers de sa méthode de paiement n'étaient pas des transactions frauduleuses. On a mis la solution en place, il y a eu de gros retours sur investissement, on a été très fortement capable d'extraire les transactions frauduleuses parmi celles qui passaient sur leur site, et donc de réduire drastiquement le niveau de fraude dans leur système. Voilà, il y a plein d'exemples ici, je ne vais pas rentrer dans tous les cas de figure. Moi j'en ai terminé pour ma démonstration, j'espère qu'elle a été claire, même si je suis allé un petit peu vite. Je vais redonner la main à Romain et à Camille pour déjà expliquer eux ce qu'ils ont fait de leur côté, et puis peut-être conclure la session. Ok, donc merci Ludovic pour cette brillante démonstration. Donc juste pour finir avec des références aussi du côté de Twin Solutions, on a nous de notre côté, notamment l'année dernière, travaillé avec Eminence qui sont distributeurs de sous-vêtements. L'idée en fait, et le contexte de la problématique était la suivante. Ils ont des articles textiles qui sont distribués en grande surface, et donc c'est extrêmement dépendant, toute leur supply chain est vraiment dépendante de la prévision des ventes qu'ils vont faire au cours du temps. Et donc l'idée c'était à la fois d'affiner mais aussi d'automatiser la prévision des ventes, puisque l'impact est vraiment important pour leur business, et notamment que ce soit la partie production, mais aussi la partie prévision budgétaire qui doivent rendre bien en amont des ventes. Donc l'idée de prédire ces ventes-là est extrêmement importante pour eux. Et aujourd'hui, ça nécessite pas mal d'investissement en termes humains et de connaissances métiers. Et l'idée, c'est de passer, ou du moins de s'appuyer sur des algorithmes de machine learning pour arriver à faire cette prévision de vente. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la modélisation, mais par contre, si on peut voir au passage les résultats, l'idée c'est que on a pu mettre en place un proof of concept, et on est en phase d'industrialisation maintenant, pour gérer au mieux les besoins industriels et les actions commerciales. Donc si on voit qu'un certain client a des ventes en deçà de ce qu'il devrait. On a également mis en place des tableaux de bord décisionnels, donc en s'appuyant sur les prévisions que nous avons modélisées nous-mêmes. Et bien sûr, on a la capacité en fait de simuler certains scénarios, c'est-à-dire on va prendre des scénarios différents avec une tendance à la hausse ou une tendance à la baisse,
et en fonction de ça, on va arriver à, en fait, on va, au lieu de subir la prévision de vente, on va essayer de la piloter, en faisant des actions commerciales notamment. Et donc, in fine, on a une amélioration de la rentabilité d'exploitation qui est attendue entre 2 et 5%, donc ce qui est quand même pas mal du tout. Et donc, si on peut voir le second business case qu'on voulait mettre en avant, ben en fait, c'est un peu le même cas d'utilisation qui a été présenté par Ludovic. Il s'agit d'un travail que l'on a réalisé avec Arcadin, qui est aussi un opérateur de télécommunications. L'idée, c'est qu'ils ont toute une palette de produits pour faire des conférences audio et vidéo aussi, pardon. Et donc leur but, c'est que, comme Cox, en fait, ils ont une grande partie de leurs utilisateurs qui vont churner, ce qu'on appelle churner, donc qui vont cesser d'utiliser le produit sur les mois suivant leur utilisation. Et donc là, on a pris un contexte un peu particulier, c'est-à-dire on définissait une personne qui allait churner comme une personne qui n'utilisait pas le produit au cours des 3 mois suivant leur dernière utilisation. Et donc là, pareil, à travers un certain nombre d'analyses descriptives d'une part, puis après d'analyses prédictives, on est arrivé à modéliser ce churn pour aller faire des actions marketing ciblées et pour aller en fait derrière vraiment dégager de la valeur ajoutée et de restreindre les coûts du marketing. Et on attend là aussi un retour sur investissement entre 160 et 960 000 euros par an. Voilà, donc en termes de référence, on va s'arrêter là, je pense. Vous avez pas mal d'informations à retenir. Maintenant, si quelqu'un pose des questions, on est là pour y répondre. On a au moins une dizaine de minutes devant nous, si vous voulez. Camille, tu veux rajouter un truc aussi? Non, la seule chose que je voulais ajouter, c'est que voilà, aujourd'hui on commence à être en production, voilà, notamment sur Arcadin et on voit voilà, les ROI là qu'on a présentés sont des ROI dans les hypothèses les plus basses et en général le ROI est constaté dans les moins de 9 mois suivant la mise en place de la solution, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, en tout cas c'est le moment. Et sinon on fera on peut peut-être aussi rajouter que les personnes intéressées pourraient revenir directement aussi soit vers toi, soit vers moi pour essayer de convenir peut-être d'un truc après peut-être plus ciblé pour éventuellement amorcer un projet ou quelque chose du genre. Voilà, on est à votre disposition si vous avez des questions en privé sur les solutions qu'on a présentées. Et sinon, on vous remercie beaucoup pour votre participation. Et puis, si vous avez besoin d'informations supplémentaires concernant les solutions, concernant les projets, concernant les success stories, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et si personne n'a de questions, je propose qu'on s'arrête là et qu'on continue en privé. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.